Auditrices et auditeurs de Victoire FM, soyez les bienvenus à l'émission Rétrocède de ce matin, si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Ceux qui étaient là déjà, et toutes nos excuses pour cette interruption indépendante de notre volonté. Ce matin, Rétrocède reçoit le conseiller spécial du président national de l'ANC, Éric Dupuis. Les prochaines élections législatives et régionales seront le principal sujet de notre entretien. Nous aborderons également avec lui la crise ouverte au Sénégal par la décision prise par le président Macky Sall de reporter la présidentielle du 25 février, une décision finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. La mise en œuvre de cette émission est assurée par Haïté Vincent au micro de la Agbo. Je signale que nous sommes en direct sur Facebook. Il vous suffit donc de taper victoirefm.com. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Agbo, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Radio Victoire. Voilà, merci. Alors les Togolais iront bientôt aux urnes dans le cadre d'un scrutin couplé, législatif et régional. Mais on a entendu des voix se lever pour dire que le Togo n'a pas besoin d'une deuxième chambre au Parlement. Quelle est la position de l'ANC sur le sujet? Si vous permettez, Monsieur Agbo, je vais dire un petit mot avant de répondre à votre question. Je voudrais, au nom du président national de l'ANC, au nom de l'ANC, saluer le peuple frère sénégalais. Un peuple qui se bat farouchement pour défendre sa démocratie. Et dans la semaine dernière, ou cette semaine, nous avons vu des voix s'élever, des voix de haut niveau, les intellectuels, les universitaires sénégalais ont dit non, ont fait une vidéo pour dire qu'ils n'acceptaient pas. Nous allons revenir tout ça là. Oui, non, mais je voudrais rendre hommage, oui, parce que la démocratie, c'est quelque chose de très important pour le développement d'un peuple. Et après, on a vu le Conseil constitutionnel sénégalais dire non. Or, au Togo, nous n'avons pas cette possibilité. Nos intellectuels sont muets comme des cartes, ne voient pas, n'entendent pas. Et les institutions togolaises sont toutes inféodées au régime. Nous en parlerons très longuement tout à l'heure, parce que là-dessus, nous aurons beaucoup de choses à dire. Alors maintenant, je vous remercie. Je vous en prie. Je reviens donc à ma question. Alors, les gens, des voix, c'est là pour dire que le Togo n'a pas besoin d'une deuxième chambre au Parlement. Quelle est la position de l'ANC sur le sujet? Vous savez, c'est très délicat. Aujourd'hui, une deuxième chambre, moi personnellement, je ne vois pas l'utilité. L'ANC n'en voit pas l'utilité. Mais, dans le cadre de la décentralisation, on veut aller vers le Sénat. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du Sénégal. Le Sénégal en a fait l'expérience et est revenu là-dessus. Pourquoi, aujourd'hui, dans les difficultés que nous avons, on n'arrive même pas à organiser des consultations électorales sans problème, et on veut aller vers le Sénat, surtout que la composition de ce Sénat m'interroge beaucoup. Un Sénat où il y aura des élus d'un côté et de l'autre des nommés par le président de la République, je trouve cela indécent et nous ne souhaitons pas à l'ANC. Indécent, c'est pas le Togo n'est pas le seul pays qui pratique ça. Ce n'est pas parce que des pays font des choses qui ne sont pas décentes qu'il soit nécessaire d'aller les copier. Montrons que nous aussi, nous avons notre personnalité togolaise et que nous avons la possibilité d'instaurer une vraie démocratie. Une vraie démocratie, c'est des élus par le peuple et qui travaillent au nom du peuple. Voilà, vous avez d'un côté une Assemblée nationale élue à 100% par le peuple et vous avez une haute cour qui est à moitié nommée par le chef de l'État. Il y a un déséquilibre dans les institutions. Alors, le gouvernement a fait connaître la date du prochain scrutin. Ce sera le 13 avril prochain. J'imagine que cela doit être un soulagement pour vous d'être enfin fixé sur le calendrier électoral, n'est-ce pas? Oui, on peut dire cela comme ça, mais permettez-moi de vous rappeler que si
le gouvernement, le régime RPT-UNIR avait respecté la Constitution et le Code électoral, on aurait fait cette élection depuis le mois de novembre. Puisque notre Constitution et le Code électoral disent clairement que un mois avant l'échéance de la législature en cours, il doit y avoir des élections. Malheureusement, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ces élections ont été repoussées jusqu'au mois d'avril. Le chef de l'État lui-même, en début d'année dernière, en 2022, avait dit, fin 2022, avait dit que courant 2023, il y aura 2 élections, les législatives et les régionales. Et que ces 2 consultations électorales allaient être organisées de manière consensuelle. Malheureusement, cela n'a pas été, et aujourd'hui, le consensus n'existe pas autour de ces élections. Vous savez, on nous a annoncé le jeudi 8 février, que les élections vont avoir lieu le 13 avril. Quand vous faites le calcul, 45 jours avant, et que vous voyez le temps qui vous reste pour vous préparer, ça fait très court. Nous avons appris avec un chronogramme tout dernièrement que il faudrait que les partis politiques déposent les candidatures entre le 19 et le 28 février. On nous annonce le 8 que les élections vont avoir lieu le 13 et on nous dit entre le 19 et le 28 février, vous devez fournir tous vos dossiers. Mais c'est énorme. Vous savez, le Togo n'est pas un grand pays, mais il y a des candidats dans les 39 préfectures. Il va falloir que les partis s'organisent pour aller vérifier. Est-ce que les dossiers, là, vous n'aurez pas pu les apprêter depuis, puisque, comme vous l'avez tout à l'heure dit, les élections devaient se tenir en novembre. Oui. Alors ça veut dire qu'en principe, vous devriez apprêter ces dossiers-là même avant le mois de novembre. Maintenant, on va... Merci, M. Agbo. Est-ce qu'on connaissait les modalités? Est-ce que vous connaissiez le découpage électoral? Comment est-ce que vous pouvez préparer les dossiers pour Zio, ou pour la COSA, ou pour les lacs, si vous ne savez pas le nombre de députés, le nombre de sièges à pourvoir? On a su cela le 8 de ce mois. Oui, on était prêts, mais on ne savait pas comment monter les dossiers. On ne connaissait pas. C'est pour ça que on criait à chaque fois que la possibilité nous était donnée, on demandait le chronogramme. Un parti politique a besoin de connaître à l'avance le chronogramme pour s'organiser. Or, on vous annonce ça le 8, on vous dit le 19, il faut déposer les dossiers. Vous avez 11 jours pour vous organiser sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des pièces à fournir. Par exemple, le casier judiciaire, valable seulement 3 mois. Si le gouvernement avait respecté la Constitution, c'était une date connue de tous, on aurait pu s'organiser autrement. Aujourd'hui, on est mis devant le fait accompli et il faut courir. Vous savez, moi je travaille depuis quelque temps, pratiquement tous les jours, du matin au soir. Parce que je suis le responsable des affaires électorales. Il faut collecter les dossiers, il faut les vérifier, il faut voir. Et puis, maintenant, on nous annonce autre chose, qui est encore plus grave. Je sais que vous allez y en venir, mais on va en parler tout de suite. Le cautionnement. Oui, on va arriver au cautionnement. Le gouvernement avait laissé entendre que le scrutin devait se tenir avant le 31 mars. Finalement, il est repoussé de 2 semaines. Si cela convient à certains acteurs politiques, d'autres n'y voient qu'une ruse pour les surprendre et les décourager à participer au scrutin. Je vous propose d'écouter respectivement la présidente des femmes UNIR, la députée Raymond Kailosson, et Brigitte Kafui Adjamagbo, coordonnatrice de la DMP, s'exprimer sur le calendrier électoral.
C'est la première fois que ces deux élections seront couplées au Togo et je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, ait fixé cette date-là parce que nous l'attendions vraiment. Nous sommes prêts à aller aux urnes, même s'il est vrai que l'opposition a posé beaucoup de revendications, mais avec la volonté de notre président de la République, nous avons vu qu'il a répondu à de nombreuses attentes de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on fixe une date qui laisse à peine 2 mois aux partis politiques pour s'organiser? Nous irons à ces élections pour défendre jusqu'au bout les aspirations des Togolais au changement. Nous irons et nous nous organiserons pour les gagner parce que nous savons que l'immense majorité des Togolais veulent en finir. Alors, vous estimez, M. Dupuis, que le gouvernement tente aujourd'hui, je cite, de mener des élections au pas de charge, et ceci n'est pas vous souhaitez d'être l'un de vos camarades de l'opposition, en précipitant les étapes et en fixant des délais qui n'accordent pas suffisamment de temps aux partis politiques pour s'organiser. Mais nous l'avons dit dans notre déclaration. Ah, c'est donc la dernière déclaration, nous l'avons dit, et lors de la conférence de presse, moi-même je l'ai dit. Oui. Moi je suis surpris que vous soyez surpris par... J'insiste là-dessus. Mais non. Vous savez, d'abord, on a toujours demandé, tout à l'heure, l'une de vos interventions que j'ai entendues tout à l'heure, disait que le chef de l'État a pris en compte les exigences de l'opposition. Que nenni, rien du tout. Le chef de l'État a fait des promesses auxquelles il n'a jamais tenu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en début d'année 2023, le chef de l'État avait dit dans ses vœux que les élections seraient organisées de manière consensuelle. On n'a pas eu de consensus, ni autour du découpage électoral, ni autour de l'organisation même de ces scrutins. On nous parle de CPC. Depuis que le nouveau ministre de l'administration territoriale est en place, il n'y a qu'une seule réunion de CPC. Tout ce que nous avons demandé lors de cette dernière réunion de CPC, ils n'en ont pas tenu compte. Oui, quand vous dites qu'il n'y a pas eu que le chef de l'État n'a pas tenu compte de vos propositions et qu'il n'y a pas eu de consensus, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que le CPC et voilà la CENAP aujourd'hui le CPC, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été piégé, d'avoir perdu du temps pour rien? Oui, bien sûr, on a perdu du temps pour rien parce que ça c'est l'habitude de la maison. Le régime RPT a toujours fait ça. Nous avons signé des accords qui n'ont jamais été mis en place. Nous avons pris part à des réunions, même au niveau international. Rappelez-vous, en 2018, avec la CEDEAO, toutes les promesses faites par les présidents de la CEDEAO, à savoir Nana Akufo-Addo et le président guinéen, ils nous ont assuré de certaines choses. Et arrivé à Lomé, cela n'a pas été respecté, raison pour laquelle la coalition dans laquelle nous étions à ce moment-là avait décidé de boycotter les élections. C'est ça la réalité. On organise des consultations, on organise des réunions, on vous demande qu'est-ce que vous voulez, on met tout sur la table, ne vous inquiétez pas, on va vous écouter, on va le faire ensemble. Et puis au dernier moment, on vous laisse seul sur le carreau et on organise les choses comme on avait l'intention de le faire. La répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale est aussi l'un des sujets de crispation actuellement au sein de la classe politique à l'ANC. Vous contestez la répartition faite par le gouvernement, une répartition que le président de l'ANC trouve même, le président national de l'ANC trouve même scandaleuse. Alors pourquoi parlez-vous de scandale? Mais c'est scandaleux. C'est totalement scandaleux. Nous avons donné plusieurs exemples. Nous demandons qu'il y ait un minimum d'équité, un poids identique entre les représentants de la nation au sein de l'Assemblée nationale. On ne peut pas concevoir que dans un pays comme le nôtre, un député de telle région soit 3 fois plus lourd qu'un député de telle région. C'est ce que nous disons, c'est très simple. Et c'est le quotient de représentativité. Vous représentez combien de Togolais? Or, je vais vous donner quelques exemples.
nous avons commencé à parler de ça il y a très longtemps. Il y a 13 ans déjà, l'ANC en parlait. Mais avant ça, l'ANC en parlait déjà. Parce qu'on avait fait des études, on avait fait un travail approfondi là-dessus, et on a trouvé que c'était totalement déséquilibré. Et cette fois-ci, on a remis encore sur la table le problème avec des chiffres, puisqu'il y a eu le recensement général des populations et de l'habitat tout récemment. Compte tenu de ça, nous avons repris les calculs et nous avons vu qu'avec l'augmentation des populations togolaises qui est passée à 8 millions, l'écart s'est encore creusé davantage. Vous prenez par exemple, avec le nouveau découpage, la COSA, qui compte 283 738 habitants, à 4 sièges. D'accord? Mais vous allez voir que les lacs, qui a 241 247 habitants, 3 sièges. Oui. Vous allez voir que pendant ce temps-là, Blita, qui a 163 272 habitants, 163 272 habitants, à 4 sièges. Par contre, les lacs, 241 247, 3 sièges. Oui, le gouvernement dit que le découpage, on a tenu compte de critères, et non seulement démographiques, mais aussi géographiques et des critères spécifiques. Alors, expliquez-moi pourquoi Blita, on va prendre deux proches, Blita, 163 000 habitants, 4 sièges, oui. Agnier, 104, sont deux préfectures pratiquement voisines, oui. Agnier, 180 000 habitants, 2 sièges. Pourquoi? Peut-être que les critères géographiques et spécifiques... ah oui, mais les critères géographiques et spécifiques, moi je les connais. Où sont les miens? Où sont ceux qui votent pour moi? Eux, il faut qu'ils soient plus nombreux que ceux qui sont supposés ne pas voter pour moi. Voilà la vraie raison. Et je me permets de le dire librement parce que c'est la vérité. L'éternel problème de ce régime, c'est le problème de Nord-Sud. C'est vrai, il faut le dire. C'est le problème Nord-Sud. C'est une fixation qui se font. Or, si ce gouvernement devrait gouverner ce pays de manière intelligente, on devrait petit à petit gommer ce problème si ce problème existait réellement. Moi, je crois que ce problème n'existe pas. Ce régime crée ce problème pour justifier son maintien au pouvoir. Et je dis que ce n'est pas normal. Quand on est président de la République, quand on est Premier ministre, quand on est député, c'est pour tout le peuple, ce n'est pas pour une région contre l'autre région. Voilà la réalité, il faut le dire. Il faut le dire. Et je peux vous citer d'autres exemples. Thône a 388 775 habitants, 4 députés. Vous prenez le Zior, 500 000 habitants, 4 députés. Oui, vous ne tenez compte que du critère démographique. Mais c'est là le problème. Vous ne vous entendez pas par rapport à ça. Mais alors, expliquez-moi le problème démographique qu'il y aurait entre Thône et la COSA. Expliquez-moi l'avantage ou les inconvénients d'une région, d'une préfecture par rapport à une autre. Alors, quelle répartition proposez-vous, vous, à l'ANC, quelle répartition proposez-vous? Nous demandons tout simplement nous demandons tout simplement que, comme dans certains pays, dans plusieurs pays d'ailleurs, on ait un poids démographique fixé, en disant, bon, voilà, la population ramenée au nombre de sièges, ça fait tant. Et on détermine un minimum, et à partir de ce moment-là, on fait la répartition en conséquence. De manière à ce que un député à l'Assemblée nationale représente à peu près les mêmes populations. Mais quand c'est du simple au triple, cela n'a plus de sens. Si c'était par exemple, si on me disait
Agnier 2, d'accord? Bon, pourquoi pas. Mais pourquoi alors Blita aurait 2 fois plus que Agnier? Pourquoi? Ce sont des sous-hommes? Alors, M. Dupuis, certains de vos collègues de l'opposition n'ont pas la même réaction de rejet que vous actuellement. Et pour certains de nos compatriotes, si l'opposition pousse des cris d'indignation suite au découpage électoral, c'est parce qu'elle est incapable de s'implanter sur l'ensemble du territoire national. Que répondez-vous à cette personne? Non, cette personne ne parle pas de l'ANC. Je pense que cette personne parle d'autres partis politiques, mais pas de l'ANC. Parce que ce n'est pas l'implantation de l'ANC au niveau national, ne date pas d'hier. Vous ne devez pas oublier que l'ANC est issue d'un autre parti politique avant et que ce parti politique était implanté au niveau national par 2 personnalités que je vais nommer, Jean-Pierre Fabre, qui était secrétaire général à l'époque, et le premier vice-président, paix à son âme, Patrick Lassonne. Ce sont eux qui ont opéré ces implantations au niveau national. Et dès que on a créé l'ANC, 90% de ces implantations ont pris la décision de se maintenir dans l'ANC. C'est ensemble que nous avons créé l'ANC et ces structures existent. Vous savez, aujourd'hui, l'ANC a au moins une fédération dans chaque commune. Au moins une. Pourquoi au moins une? Parce que dans certaines communes où la commune est un peu trop vaste, on peut créer 2, 3 fédérations. Et chaque fédération a en moyenne 10 sections. Et les sections ont des sous-sections. Les sous-sections, ce sont les villages. Et à Lomé, on n'a pas de section, on a des sections. Moi, je suis président de la fédération Golfe 2. Golfe 2, j'ai 10 sous-sections qui sont les quartiers de ma commune. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je suis président de la fédération là-bas depuis 2008. Voilà, c'est comme ça que nous on fonctionne. Donc quand on parle la fédération, quand on parle d'implantation, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a suffisamment de militants, même si vous avez des fédérations partout sur le territoire national? S'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de fédération. Or, un bureau, c'est le président, les vice-présidents, le trésorier, le secrétaire fédéral, le président de la jeunesse, le président des dames. Déjà, ça c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de fédération. Maintenant, le travail d'une fédération, c'est de créer des sous-sections ou des sections et de les animer. Chez moi ici, dans Golfe 2, c'est une réunion fédérale tous les mardis soirs, de 18h à 20h. Et toutes nos sous-sections, une réunion soit le samedi, soit le dimanche après-midi. Et moi-même, je fais le tour de mes sous-sections pour voir comment ça fonctionne. C'est ça le travail d'un parti politique. Bien. Le montant du cautionnement à présent, alors pour les législatives, le montant du cautionnement pour les législatives passe de 200 000 à 500 000 francs. Cela non plus ne vous plaît, et c'est aussi le cas de plusieurs partis politiques de l'opposition. Voici les réactions du président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, et de Maître Deji Apévo, le président national des FDR. S'agissant du cautionnement qui est passé de 200 000 à 500 000 pour les élections législatives, nous disons que c'est scandaleux. Rien ne peut le justifier. Est-ce que subitement on a constaté que le pouvoir d'achat des Togolais a augmenté alors que tout le monde sait que les Togolais n'arrivent pas à prendre 3 repas par jour? Et nous demandons au gouvernement de prendre les dispositions pour faire baisser ce cautionnement et surtout pour le retourner au montant du cautionnement précédent. En ce qui nous concerne, à l'ANC, nous allons participer à toutes les élections parce que nous avons des candidats partout. Mais vous savez que le montant de ce cautionnement est prohibitif et en fait, c'est pour empêcher les partis politiques de l'opposition de participer à toutes les élections. Donc, nous demandons aux populations de nous aider à participer à ces élections pour remporter la majorité des sièges. Moi, je ne suis pas surpris par ce qu'ils ont fait.
À plus forte raison, ils croient qu'ils nous empêcheraient d'aller aux élections en montant le taux de la caution, 100 ou 200 000, les portent à 500 000, parce qu'ils savent effectivement que les gens vivent dans la pauvreté, nous sommes fatigués, nous sommes dans des difficultés particulières, croyant que bon, si on monte la caution à 500, on aura des difficultés pour les payer par nos candidats. Et ils le savent, parce que eux, de leur côté, ils ont les moyens. Le chef de l'État peut décider aujourd'hui de donner cet argent à tous les candidats unis, parce qu'ils ont les moyens d'État. Je ne crois pas que c'est ça qui nous empêcherait de compétir, même s'il faut aller vendre nos téquerets, machin, les gens se débrouilleront pour le faire. Mais ce n'est pas normal. On ne vit pas dans un pays comme ça. On aurait pu au moins avertir que les gens aient du temps pour se préparer. Dans un délai de 3 semaines, 1 mois, on dit allez chercher. Les gens se sont préparés sur la base du taux ancien. C'est déloyal. Afin que ça périsse, on triomphe sans gloire. Ils croient qu'en faisant comme ça leur permet de gagner. Ils tomberont un jour dans leur propre piège. Ça, je suis convaincu. Monsieur Dupuis, vous contestez donc le montant du cautionnement, mais la politique n'est-elle pas aussi une affaire de moyens? Ça devrait. Cela devrait. Mais au Togo, vous savez, dans un pays normal, ce que vous dites est vrai. Mais comme nous sommes dans un pays totalement atypique, cela n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils sont depuis bientôt 60 ans. Le régime RPT unir régente ce pays depuis une soixantaine d'années. Et il n'y a pas eu une rotation de la classe politique dans les affaires, dans le gouvernement. Aujourd'hui, quand vous regardez le paysage politique et économique de notre pays, tous ceux qui ont les moyens sont du régime. Si vous n'êtes pas du régime, vous avez des difficultés à vivre. S'il y a alternance dans un pays, une alternance régulière dans un pays, les partis politiques sont représentés dans les institutions, sont représentés au gouvernement, sont représentés dans les affaires, et c'est ça qui permet le financement des partis politiques. Mais si vous, opposition, on vous considère comme des ennemis à détruire à tout prix, et on ne fait rien pour que vous puissiez mener vos activités de manière normale, vous n'aurez aucun moyen financier pour faire de la politique. Tout à l'heure, j'entendais Maître Pévon dire qu'ils vont se débrouiller. Vous savez, si vous prenez juste les législatives, à 500 000 francs, ça fait combien? Ça fait 56 millions et demi. 56 millions 500 000 à trouver. Juste pour le cautionnement des législatives. Il faudra trouver presque autant. C'est à 200 000, mais le nombre est plus élevé. Les régionales, il faudrait trouver à peu près autant. Ça veut dire que un parti politique comme l'ANC, qui a l'ambition d'avoir des candidats pour les 2 élections sur toute l'étendue du territoire national, il faudrait déjà qu'il trouve 100 millions minimum pour le cautionnement. À cela, il faut rajouter les frais de campagne. Or, nos adversaires, pour eux, c'est peanut. Ils ont les moyens, et vous allez voir bientôt des véhicules, des 4x4 sillonner le pays avec des bandeaux sur les plaques minéralogiques. Nous savons d'où ils viennent pour soutenir leurs candidats. Eux, ils ont les moyens. Et ils savent que nous n'avons pas les moyens. Et chaque fois qu'ils peuvent nous empêcher d'en avoir, on nous empêche d'en avoir. Donc nous ne sommes pas dans un pays normal tel que vous le pensez, vous, monsieur Agbo. Alors maintenant, à travers votre question. Voilà, il est maintenant peu probable que le gouvernement revienne sur les décisions qui ont été prises par rapport à l'organisation prochaine des élections. Alors qu'allez-vous faire? De quel recours disposez-vous? Nous avons, le président l'a annoncé, nous allons lancer un appel aux populations togolaises pour qu'elles nous aident à financer ces cautionnements. Oui. Appel de fonds
des appels de fonds seront lancés d'ici lundi dans les journaux, sur les radios, sur les réseaux sociaux, et on compte bien sur les bonnes volontés de nos populations de nous aider à œuvrer pour le changement dans notre pays. Et œuvrer pour le changement dans notre pays, je pèse mes mots parce que je sais que si nos populations togolaises votent massivement pour l'opposition et plus particulièrement pour l'ANC demain, il y a beaucoup de choses qui pourront évoluer à partir de l'Assemblée nationale. Et je rêve même d'une majorité parlementaire de l'opposition dans l'Assemblée nationale de 2024. Alors, Monsieur Dupuis, le mandat de certaines institutions impliquées dans les élections, la RAC, la Cour fonctionnelle notamment, a expiré. Et j'ai entendu parler des institutions désuètes, incomplètes, en excessif et au mandat expiré. Alors comment se régler ce problème avant d'aller aux élections? Écoutez, à la dernière réunion du CPC, on nous a gaillardement annoncé que ces problèmes seront résolus. Voilà. Est-ce que c'est réglé? Non. Je crois que la dernière réunion du CPC, ça devait dater du mois de juin 2023. Nous sommes, ça va faire bientôt un an. Rien. Rien. Voilà. Et puis vous avez parlé de la RAC, de la Cour constitutionnelle, mais ajoutez-y l'institution qui prépare les élections. La CENI. Une élection, une institution qui aujourd'hui est illégale. Le mandat de cette institution est venu à terme depuis mars 2023. Si on ne renouvelle pas la CENI, est-ce que vous allez quand même passer aux élections? Vous savez, dans ce pays, que vous y alliez ou pas, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est dommage. Pourquoi dites-vous que c'est la même chose? Ça veut dire que, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en 2018? L'opposition a boycotté les élections. Les élections ont eu lieu. Oui. Et aujourd'hui, l'Assemblée, ce qui reste de l'Assemblée nationale, c'est une assemblée totalement tapette et unir dans la quasi-totalité. Il n'y a pas de réelle opposition au sein de l'Assemblée nationale. Sinon, comment voulez-vous que lors des dernières modifications de la Constitution, le gouvernement apporte un projet de loi pour modifier 3 articles, les députés, en violation même de la loi, proposent d'autres modifications et les votent. Ça ne s'est jamais vu dans une assemblée dite normale. L'assemblée viole ses propres lois, viole la Constitution, et vous allez me dire que c'est une assemblée nationale. Ce n'est pas une assemblée nationale. Il n'y a pas d'opposition. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont arrivés à terme depuis le 31 décembre. La dernière fois, j'apprenais sur les réseaux sociaux, la présidence de l'Assemblée nationale, à la veille c'était le 28 décembre, je crois, annonçait que des députés, un groupe de députés aurait déposé un projet de loi portant modification de la proposition de loi. Mais on marche sur la tête. Vous savez que votre mandat est échu. Vous savez que votre mandat est échu et vous faites une proposition de loi. Excusez-moi, c'est un foutage de gueule. Ou alors vous ne savez pas pourquoi vous êtes à l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur Dupuis, un institut qu'on appelle l'Institut Tambérément pour la bonne gouvernance a rendu public les résultats d'une étude sur les partis politiques togolais, étude qu'il a conduite entre septembre et novembre 2023, je ne sais pas si vous êtes au courant. D'après cette étude, par exemple, il y a une faible représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision internes au parti et leur participation aux élections à travers un meilleur positionnement sur les listes électorales. Reconnaissez-vous ce problème-là à l'ANC et quelle sera la place des femmes et des jeunes? Cette institution, je sais ce que c'est. Hein. Bon, ce n'est pas la première fois qu'elle intervient. Oui. Mais le problème posé, est-ce que ça existe réellement chez vous, à l'ANC?
Est-ce que les femmes, les jeunes ont vous ne connaissez pas de femmes dans l'organe de direction de l'ANC? Ah oui. Il y a deuxième vice-présidente, Madame Amégavi, vous savez. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle est vice-présidente. Elle a été députée. Elle est maire adjointe de Golf 4. Golf 7. Il y a une dame qui est maire de l'ANC. Vous entendez sur les radios la personne que nous appelons aimablement Taméa, elle est membre du bureau national. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas concerné à l'ANC. Quand vous parlez de la jeunesse, oui, vous connaissez certainement le nom de Jean Éclot, qui est président de la jeunesse, et une réunion de jeunesse se tient régulièrement. Dans la commission communication que je dirige, il y a M. Kevin Assila, peut-être qu'il a déjà passé sur votre radio, qui a à peine 30 ans. L'ANC ne se sent pas concerné. Alors, toujours selon cette institution, je crois que cette institution... Les coalitions auxquelles les partis étudiés appartenaient sont souvent fragiles et éphémères. La formation de ces coalitions, affirme donc l'Institut, a souvent envisagé, je cite, sans une prise en compte profonde de la culture politique, la discipline partisane et des relations interpersonnelles des entités qui les composent. Alors, envisagez-vous, M. Dupuis, à l'ANC, des alliances électorales avec d'autres partis dans le cadre du prochain scrutin? Et si oui, sur quelle base le feriez-vous? Nous avons pour principe de dire que les alliances électorales ne se décrètent pas à la veille d'une échéance électorale. Quand vous décrétez une alliance électorale à quelques jours d'une élection, c'est un échec. Parce que c'est une alliance d'intérêt. Et quand il y a intérêt, chacun veut avoir le plus gros morceau. C'est normal, c'est humain. Mais ça fait quand même beaucoup de temps que j'entends des partis politiques appeler à l'union de l'opposition, enfin, à des alliances électorales. Je dis que on parle d'alliance électorale toujours à la veille d'un scrutin. Et ce n'est pas sérieux. Parce que quand on vous dit, voilà, on va faire une alliance électorale, moi, j'ai des représentants dans le Vaud, donc laissez-moi le Vaud ou une partie du Vaud. Est-ce que vous savez, vous connaissez ma structure dans le Vaud? Celui qui est président fédéral là-bas, les présidents fédéraux, puisque c'est par commune, aussi ont l'ambition d'être députés, d'être conseillers régionaux. Cela ne se décrète pas comme ça, va vite, on va le faire ensemble, non. Si vous voulez faire un travail ensemble et aller vers une coalition, ça se prépare 1 an, 2 ans en avance. Ce n'est pas la veille d'une élection qu'on l'organise. Oui, mais l'ANC, au regard des résultats des dernières élections locales, l'ANC vient après le parti uni. Est-ce que l'ANC, de par sa position, n'aurait peut-être pas dû peut-être prendre les devants pour essayer d'approcher les autres partis politiques pour avoir ces alliances-là? Vous savez ce qui s'est passé en 2019? Je suis obligé de vous le rappeler. Et ça dit que vous n'envisagez plus jamais de faire des alliances électorales? Je suis obligé de vous le rappeler. Monseigneur Podo, paix à son âme, en 2019, dans une église, avait porté de graves accusations, de graves atteintes à la personnalité de Jean-Pierre Fabre. Avec le soutien de Mme Adjamabo et de M. Kodjo Agbeyome. C'est comme ça qu'on fait de la politique. À coups de mensonges, d'insultes, de dénigrement. Ça fait maintenant quand même partie du passé. Est-ce que ça fait plus de... C'est vous qui me parlez des élections de 2019, des locales. C'était à cette occasion. C'est vous qui me le rappelez. Non, moi je ne parle pas de local pour rappeler vos divergences. Non mais, si vous voulez parler des locales, comment ça s'est passé? Vous dites que la ANC est le deuxième parti après le régime en place, c'est vrai. Mais l'ANC aurait pu faire mieux si on n'avait pas voulu assassiner l'ANC et son président. Ça n'a pas commencé en 2020,
Ça a commencé en 2019. Généralement, les partis de l'opposition ont toujours expliqué leur défaite électorale par des fraudes qu'ils accusent le pouvoir d'organiser. Mais là, je vois que vos accusations vont aussi vers vos collègues de l'opposition par rapport à vos difficultés sur le plan des résultats. Non, pourquoi non? Alors, quelles sont les dispositions ou envisagez-vous des stratégies? Généralement, voilà, comme tout à l'heure j'ai abordé la question de fraude, vous accusez le pouvoir, vous expliquez vos défaites par les fraudes qui seraient organisées par le pouvoir. Quelles sont les dispositions que vous avez prises ou envisagez-vous de prendre pour empêcher d'éventuelles fraudes lors du prochain scrutin? Parce que vous savez que certainement les Togolais sont peut-être fatigués de vous entendre tout le temps dire qu'il y a eu des fraudes, mais quelles sont les mesures que vous prenez pour empêcher les fraudes? Je ne pense pas que les Togolais soient fatigués parce que les Togolais le savent. Quand vous vous battez contre un régime comme le nôtre, un régime qui a la même mise sur toutes les institutions, toutes les institutions sont inféodées au régime. Je l'ai dit tout à l'heure en saluant nos frères sénégalais. Aujourd'hui, la CENI est présidée par un membre éminent du APT UNIR. Oui, il faut le savoir. Le APT UNIR est représenté à plus de 60% dans la CENI. Donc, ils ne vont pas... On n'est pas parti majoritaire pour rien, non, n'est-ce pas, monsieur? Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas parti majoritaire que pour l'organisation équitable des consultations, vous soyez majoritaire là-dedans. D'ailleurs, c'est le ministère même, carrément, le ministère du parti au pouvoir, c'est le ministre là, qui organise les élections. J'aurais préféré que ça soit ainsi ici. Je vous le dis honnêtement. J'aurais préféré. Parce que là, on aurait pu s'adresser directement au ministre. Là, on vous dit, on met ici, ceci, cela. Mais ça ne sert à rien. C'est de la poudre aux yeux. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Il y a une envie permanente de se maintenir au pouvoir. C'est tout. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher ce que vous dites là? Une seule chose, mais ça coûte très cher. Nous y travaillons. Être présent dans tous les bureaux de vote. Être présent dans tous les bureaux de vote, être vigilant. Et ce que nous souhaitons le plus, c'est autorisé par la Constitution et le Code électoral. Mais on vous l'interdit. Je vous parle de vous, journalistes. La loi dit qu'après le dépouillement, les résultats sont affichés dehors. Quand c'est affiché dehors, ça veut dire que c'est rendu public. Pourquoi on interdit à la presse de publier ces résultats-là? Ce n'est pas une publication des résultats, c'est une publication de ce que vous-même vous avez affiché. Pourquoi on l'interdit? Parce que du bureau de vote à la CENI, à la CELI, de la CELI à la CENI, beaucoup de choses peuvent encore changer. C'est juste ça. Eh bien, monsieur Éric Dupuis, nous allons observer une pause pour les annonceurs et nous allons revenir donc pour la suite de cet entretien. Merci. Le cabinet Afrique Search organise la 4e édition du Forum Afrique Talent Lomé du 23 au 24 février 2024 au centre de conférence ETI. Une dizaine d'entreprises sera présente et une campagne de sélection des meilleurs candidats est en cours. Vous êtes jeune diplômé ou cadre expérimenté? Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? Inscrivez-vous dès à présent sur www.afriquetalent.fr. Afrique Talent, c'est aussi des interventions d'experts et coachs expérimentés, des conférences sur des thèmes liés à l'actualité africaine. Rendez-vous sur www.afriquetalent.fr. Afrique Talent, un forum Afrique Search. J'aimerais qu'Internet me permette d'accéder à plus d'opportunités tout en profitant de mes patients. J'aimerais pouvoir vivre de ma terre sans me déplacer. Je veux pouvoir monter mon affaire tout en m'occupant de ma famille. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Je veux rester proche des miens. Nous sommes plus de 4 millions de vies, d'énergie, de projets et d'espoir.
Nous sommes plus de 4 millions d'abonnés qui faisons confiance chaque jour à Togocom. Et chez Togocom, nous travaillons chaque jour pour améliorer votre quotidien et vous offrir le plus grand réseau 4G+ du Togo. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Laisse-moi. Et non, bio, la beauté assurée par moi, mais fier d'arena ni waouh. Mais c'est des gogo mi mi atim du gambia ba basé no vino ne sianyari ne va do gari mo da na tia mi fan. Ada tia ni kwa ti vigo ao. La beauté assurée spécialité ou magique bébé. No vino aussi na la beauté assurée ba miari agbaze o magli gbedu. Mbete gogo mi la agbaze o le aya. O le jibini o café o le me koné dazona ya. La beauté assurée de spécialité. Afobita o ibo alobita cha o ibo no wa. Mbele la beauté assurée na kokonyi la gero tepi wano. Ntumele kozodo fipa wa. Agbaze ali ayi o ngba tele dodo komo. O chaka pegere do kentia o le dia agbaze o ngba le po wa. Ke gogo la beauté assurée. La beauté assurée fi fiere. Ni le kege ni dijire kege catholique agbo. No solo megbana. Yo auto kege ba football popéantique wa. O la ko station de somaya le miodi do kona wa me. Zon lobo kwe la ko pharmacie de kege. Mbele pharmacie de kege a do si o me pare no bi catholique akwele kono no le bois. O la yo ni 90 04 0912 99 15 08 53. Kudo la beauté assurée are. Nyaba bazoa o la do kopkonyenye. Pour cette rentrée, tu veux t'équiper et rester connecté? Ça tombe bien! Togocom t'offre 6 mois d'internet gratuit à l'achat de ton nouveau smartphone iSense 4G au prix de 79 000 francs CFA et 3 mois d'internet gratuit à l'achat de ton smartphone S63 à 49 900 francs CFA en agence et dans les boutiques partenaires. Et oui, tu as bien entendu! 1 giga d'internet gratuit pendant 6 mois à l'achat de ton iSense 4G et 3 mois d'internet gratuit à l'achat de ton smartphone S63. Alors, n'attends plus! Fais-toi plaisir! Rends-toi vite en agence ou dans ta boutique partenaire Togocom la plus proche pour t'offrir ton nouveau smartphone iSense 4G ou ton S63. 1 giga offert valable 10 jours chaque mois pendant 6 mois pour le iSense et 3 mois pour le S63. Cumulez au moins 1000 francs de rechargement ou achat de forfait chaque mois pour être éligible. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Ni choko si degbe be ti efele fun ke wi nyilia na ni ku bi do le palais de congrès lu moto po game ala be ni akoko mele ajiji wona kan su dan koro be meji Isaac ti afono abito maka fi tete o me po na o me le kunya kan vo me tun do ga fe me na ni ekpe e mi o de ka ko mo ko to la afono abito le efakadi fa Mississippi bo kata me pa kula hadila bugo abe ye yu kala Paul nous e yobo pastor Rich Edem ma ou to tete Cécile Meba Bernadette Rebecca Cherita le kotokuve egere kwame kotokuto eganyo kotokwato egawewu ayi ekwe kotokuwo elete foto kederanyi goduduga onye mele bo atofo kona o enade mama sona afono abito yile nye pemba eme boda yayira kerele me togana o on kule no basti oji 98 18 75 32 90 02 60 37 99 99 36 75 allo 91 51 89 78. Retour au studio pour la suite de cet entretien avec le conseiller spécial du président national de l'ANC, Éric Dupuis. Avant de poursuivre donc notre entretien, Hervé Essay nous remémore 2 événements qui ont marqué aussi l'actualité de cette semaine au Togo. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC revisite ses tests en vue des échéances électorales prévues pour le 13 avril prochain. La modalité de passage des candidats sur les médias et la couverture médiatique de ce double scrutin législatif et régional ont été définies au cours d'une session qui s'est tenue à Kpalimé les 15 et 16 février dernier. Pitalou Nanitelou, président de la AC. Il s'agit entre autres d'examiner le projet de décision portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour l'élection législative et régionale, le projet d'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour l'élection législative et régionale, l'examen du projet de code de bonne conduite du journaliste
pendant la campagne électorale. Pour marquer le 5e anniversaire de sa création, l'Union syndicale des magistrats du Togo, USIMAT, a organisé cette semaine une conférence débat dont le thème est Conseil supérieur de la magistrature, genèse et perspective. Une occasion pour les participants de réfléchir sur les conditions de travail des magistrats et sur l'indépendance de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs. Et justement, cette indépendance recherchée pourrait-elle être effective quand le chef de l'État préside le Conseil supérieur de la magistrature? Henri Dogo, porte-parole de l'USIMAT, donne son point de vue. Sur la question de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, nous, à l'Union syndicale des magistrats du Togo, nous avons une position. Et notre position, elle résulte des principes constitutionnels. Alors, la Constitution consacre clairement la séparation des trois pouvoirs de l'État, c'est-à-dire l'exécutif séparé du législatif, le législatif séparé de l'exécutif et le judiciaire séparé de l'exécutif et du législatif. Sur la base de ces consécrations constitutionnelles, nous trouvons mal que le patron d'un pouvoir vienne présider un autre pouvoir. Donc c'est pour cela que nous disons que, vu la configuration constitutionnelle des trois pouvoirs de l'État, ce n'est pas normal ou ce n'est pas acceptable que le président de la République vienne présider le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, monsieur Dupuis, la HAC est donc déjà sur le pied de guerre afin de faciliter une bonne couverture des prochaines élections. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Je ne connais pas le contenu des décisions qui ont été prises, mais je souhaiterais que la HAC permette enfin aux journalistes de faire leur travail normalement. 1. Que les organes de presse de l'État couvrent de manière équitable la campagne électorale pour tous les partis politiques et non seulement réserver la part de Lyon au RPT Unir et quelques miettes pour les autres partis. Généralement, pendant la campagne électorale, on étudie les choses et ça, généralement, ça va mieux que... Ça va mieux, mais ce n'est pas... Vous savez, je suis togolais. L'ANC est un parti politique togolais. Depuis combien d'années vous n'avez pas entendu la voix ou une manifestation, une réunion de l'ANC sur TVT ou Radio Lomé? Est-ce que vous voulez lancer des invitations à ces organes-là? Est-ce qu'on a besoin de leur lancer une invitation? Et s'ils ne sont pas au courant de vos manifestations, comment est-ce qu'ils peuvent... Au moins comme vous, inviter un représentant de l'opposition à venir s'exprimer. C'est aussi simple que ça. C'est un organe, ce n'est pas un organe, TVT n'est pas un organe du RPT Unir. C'est un organe de la République togolaise. Et je suis togolais aussi. L'ANC est un parti politique togolais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le code électoral, il est bien précisé que le dépouillement se fait porte et fenêtre ouvertes. Et qu'à l'issue du dépouillement, les résultats sont affichés à l'extérieur du bureau de vote. À partir du moment où c'est affiché, pourquoi on empêche la presse de s'emparer de ces résultats qui, même si ce ne sont pas des résultats définitifs, ce sont des résultats bureau de vote par bureau de vote. On ne demande pas à la presse de compiler cela et de donner le résultat définitif. On demande à la presse tout simplement de tirer dans son journal ce qu'il a vu dans sa circonscription en disant « Ah, chez nous, voilà les résultats bureau de vote. » Vous savez que la loi l'interdit. Vous auriez peut-être pu discuter de ce sujet-là au CPC. On en a parlé au CPC, on en a parlé à la CNAP. Oui, on en a parlé. On en a parlé. Et moi, j'en ai parlé avec certaines personnes de la CENI. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a même une loi? Aucune loi, hein. C'est un décret ministériel. C'est pas une loi. Hein. Il n'y a aucune loi ne l'interdit. Aucune. Un arrêté ministériel. Un arrêté ministériel qui l'interdit. Et pourquoi?
Et pourquoi vous ne contestez pas cet arrêté-là? On l'a contesté à plusieurs reprises. Au niveau de la Cour constitutionnelle? Non, pas au niveau de la Cour constitutionnelle, même auprès du ministre qui a signé. Je ne veux pas donner son nom, mais vous le connaissez. Avant de passer à l'actualité nationale, M. Dupuis, quel est votre avis sur la dissolution de notre Constitution qui fait du chef de l'État le président du Conseil supérieur de la magistrature? Tout à l'heure, vous avez écouté avec le porte-parole de l'UCIMAT. J'ai entendu tout à l'heure et je leur donne parfaitement raison. Vous savez, quand on parle de l'indépendance de la justice ou l'indépendance du Parlement, la séparation des pouvoirs, je vois très mal le chef de l'exécutif présider la justice, l'organe même de la justice. À partir du moment où il est président du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'il y a encore une indépendance de la magistrature? Cette dissolution existe dans beaucoup de pays, des francophones notamment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, M. Abo. Pourquoi nous copions ce qui n'est pas bon chez les autres? Essayons de montrer que... Mais on voit des pays comme le Bénin ou autres qui ont innové, qui sont en train d'avancer. Nous, on va copier ce qui est mauvais chez les autres et qui permet... C'est comme le dagle. C'est pareil, on va copier en Côte d'Ivoire. Or, c'est quoi? C'est pour empêcher Jean-Pierre Fabre d'être maire de la capitale. C'est juste pour ça. On sait que si les élections étaient organisées normalement et que les maires de des communes de Lomé élisent le maire de la capitale, ce serait Jean-Pierre Fabre. Pour cette raison, on crée une structure bâtarde où une partie importante est nommée par l'État et qui cohabite avec des élus qui sont des conseillers municipaux. Ça, c'est pour empêcher l'opposition d'avoir quelques possibilités de gouverner ce pays. C'est juste pour ça. On va passer à l'actualité internationale maintenant. Nous allons essentiellement nous pencher sur la crise sénégalaise. Une crise ouverte par la décision de reporter l'élection présidentielle prise par le président Macky Sall. Mais la loi votée pour reporter les élections a été retoquée par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Une semaine au Sénégal, c'est avec Anani Vidjirakou. Au Sénégal, la décision était attendue par tous les Sénégalais, redoutée certainement par le président Macky Sall et ses alliés. Elle était tombée jeudi. Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024 contraire à la Constitution et annulé le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation des électeurs pour le scrutin du 25 février. Cette décision est qualifiée d'historique par les Sénégalais qui s'en réjouissent. Le droit est discuté par là. J'espère qu'on connaîtra un peu une stabilité au moins, j'espère, pour que la paix et la quiétude puissent au moins revenir dans ce pays. Maintenant, la question qu'on peut se poser est de savoir quel sera le calendrier et quand sera-t-il les candidats qui ont été écartés. En tout cas, avec le président, il faut s'attendre à tout. Le Conseil constitutionnel a dit le droit et on espère bien qu'il va libérer tous les prisonniers politiques, notre candidat Bassirou Diomaye Faye, et il va libérer aussi le président Ousmane Sonko. On n'est pas aussi pour la dialogue là, comme on le dit, deal, c'est un dialogue au lieu de dialogue. On n'est pas pour le dialogue, on n'est pas pour le report. Cette décision, c'est une bonne chose pour le Sénégal. Le président de la République, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas où il va. Il y a une telle incertitude. Il y a eu des morts, il y a eu des saccages. Et maintenant, quand nous ferons les élections, tout va s'arrêter. Que le meilleur gagne. La position adoptée par le Conseil constitutionnel ravit également des intellectuels et personnalités en vue au pays de la Teranga. Moussa Diaw, professeur émérite de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Je ne suis pas surpris de la décision du Conseil constitutionnel, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il était incompétent. Là, il a montré qu'il est bien compétent et il a dit le droit. Les conséquences politiques sont nombreuses. Déjà, les prisonniers commencent à être libérés parce que le président avait dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais maintenant, on commence à libérer un nombre important de détenus politiques. Ce même jeudi, une première vague de détenus a été libérée de prison.
Il serait une petite dizaine sur le millier à commencer à sortir des geôles de Macky Sall après avoir obtenu une libération provisoire. Ces libérations ont-elles pour objectif de faire baisser la tension alors que l'on déploie déjà 3 morts depuis le report? Toujours est-il que des manifestations sont encore prévues ce week-end après les interdictions de manifester le mardi dernier. Toujours cette semaine, les 2 prédécesseurs de Macky Sall, à savoir Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui dans une lettre commune ont appelé au calme, mais aussi au dialogue. Dans leur déclaration conjointe, les 2 anciens présidents actent également le report au 15 décembre de la présidentielle, ce que beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris. Quelle sera la suite des événements? Quand les Sénégalais vont-ils donc élire leur futur président? Qui vivra, verra. Voilà, le rebondissement cette semaine dans la crise au Sénégal, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui a donc retoqué donc la loi qui a été votée par les partisans de Macky Sall auxquels se sont alliés ceux de Karim Wade. Et je sais que vous trépignez d'impatience de rendre hommage au Conseil constitutionnel. Voilà, pas au Conseil constitutionnel seulement, à tous les Sénégalais. Le Sénégal vient de démontrer qu'il est un grand pays, un exemple de démocratie. Et je suis fier d'être africain en voyant comment les Sénégalais se comportent. Le respect de la Constitution, le respect des lois de la République. Personne n'est au-dessus des lois. Même le chef de l'État n'est pas au-dessus des lois. Il doit être, lui, garant de la Constitution, ne peut pas être le premier à fouler aux pieds la Constitution. Et ça, chapeau. Il n'y a pas que le Conseil constitutionnel. Il y a d'abord les intellectuels, les universitaires. On va parler des universités tout à l'heure. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut rêver, ne serait-ce que pendant un dixième de seconde, que cela peut arriver dans notre pays? Alors, je vais vous demander... Non, ça c'est très important. Non, on va revenir tout à l'heure sur cet aspect-là. Est-ce que vous avez été quand même pris de coup par ce qui se passe au Sénégal? Croyez-vous Macky Sall capable d'aller aussi loin dans ce qu'il a fait là? Mais j'ai été surpris par le comportement du président Macky Sall. J'étais surpris parce que je sais comment il avait milité, lutté pour devenir un jour chef de l'État. Comment il s'était opposé à Wade, comment Wade l'avait traité, et que lui aujourd'hui il arrive au pouvoir, il fait ce que lui reprochait au président Wade. C'est à se demander si le pouvoir ne rend pas fou. Oui. Alors, mais heureusement qu'il y a une constitution que la Cour, que le Conseil constitutionnel tient à faire respecter. Or, dans notre pays, parce que je ne peux pas parler du Sénégal sans faire le parallèle avec notre pays, or dans notre pays, la Cour constitutionnelle, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel sénégalais, est totalement inféodée au régime RPT uni. Et pourquoi dites-vous cela? Est-ce que c'est pas... Mais, de par sa composition, rappelez-vous, quand M. Faure Gnassingbé a été, entre guillemets, réélu la dernière fois, le président de la Cour constitutionnelle s'est mis à danser avec son foulard. On l'a vu dans les manifestations en bleu. Est-ce que quelqu'un qui s'affiche membre d'un parti politique peut faire son travail avec équité? Aujourd'hui, il n'est plus, donc... Non, il n'est plus. Il n'était pas seul à la Cour constitutionnelle. Les autres sont encore vivants, même s'ils ne sont pas au complet. Bien, M. Dupuis... Oui. Et toutes les institutions sont comme ça, inféodées au régime. Et je vais vous dire que ce qui se passe, les instabilités politiques, le retard dans le développement économique des pays ouest africains, notamment francophones, je pense que cela vient de ce que dans ces pays-là, on ne respecte pas les institutions,
on ne respecte pas les lois de la République. Quand vous voyez les pays, toujours dans l'Afrique de l'Ouest, nos voisins anglophones, nous voyons qu'ils ont des institutions fortes. Ces institutions sont respectées et il y a une alternance politique régulière. Il y a la paix dans ces pays. Et ces pays se développent, bon an mal an, économiquement, de manière plus équilibrée que nous. Nous, au Togo, nous sommes le champion du non-respect de la Constitution et des lois de la République. Il suffit que vous, M. Agbo, vous ayez une idée intéressante et que, on voit que cette idée-là, si on la mettait en application, ça va nous nuire ou ça va nuire à nos intérêts, on va sortir une loi pour vous empêcher de le faire. Le cas de la commune de Golf 4 qui voulait renommer les rues, immédiatement on a sorti une loi pour l'empêcher de le faire. On va revenir au Sénégal, M. Dupuis. Vous l'avez tout à l'heure un peu effleuré. Macky Sall avait beaucoup souffert quand il était tombé en disgrâce, alors qu'il était un pilier du régime Ouad. Il a vraiment galéré dans l'opposition avant d'être porté au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, souvenez-vous tous les actes qu'il a posés, instrumentalisation de la justice, opposants jetés en prison, récession drastique des libertés, et dont celle de manifester, fermeture de médias, coupure d'Internet, etc. Alors, il n'a presque rien épargné, presque rien épargné aux Sénégalais. Le constat, c'est que les hommes politiques africains, notamment les opposants, une fois au pouvoir, se comportent exactement au fond pis que ceux qu'ils combattaient. Et comment continuer de faire confiance aux opposants qui luttent pour la conquête du pouvoir? Ne généralisons pas. Ne généralisons pas. Il y a des dit que le diable qu'on connaît vaut mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. Il y a des opposants qui ont pris le pouvoir et qui ont été vraiment de bons présidents. Mais de plus en plus, nous déçoivent en ce moment-là. Il y a des choses là, Condé, Alpha Condé, aux choses là, en Guinée, et Ouad aujourd'hui au Sénégal. Ça fait que la liste je crois que c'est le syndicat des présidents à travers la CEDEAO qui leur monte à la tête. Ils se concertent et puis ils font ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, vous avez cité Alpha Condé qui nous avait reçus en Guinée, et qui nous avait assuré à l'époque que la CENI de 2018 devait être présidée par une personnalité neutre. Arrivé ici, non. Et c'est après qu'on a compris que aussi bien lui que le président ivoirien se préparaient à un troisième mandat. Comment est-ce que vous voulez que ceux qui rêvent déjà de faire 3 mandats vous aident à obtenir l'alternance politique dans votre pays? Voilà, soyons honnêtes, disons la vérité. Donc c'est un syndicat de chefs d'État qui veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir. Quand vous prenez Macky Sall, il veut faire comme le président de la Côte d'Ivoire, il veut faire comme le président togolais. Voilà. Le mauvais exemple est plus facile à copier que le bon exemple. Bien, alors, le peuple sénégalais semble décider à mettre en échec le plan de Macky Sall de contrôler le processus électoral. Certains diront son projet de se maintenir au pouvoir au-delà du 3 avril où son mandat prend fin. Et parmi ceux qui se dressent devant lui, il y a de nombreux intellectuels dont certains n'ont pas hésité à rappeler au président Macky Sall les coups qu'il a portés à la démocratie sénégalaise. Nous les écoutons. Monsieur le Président, le lundi 5 février, les députés de la majorité ont reporté la date de cette élection de 10 mois. Ces actions illégales, illégitimes, injustifiables et inacceptables sont le dernier acte d'une longue série de manquements graves portés à notre démocratie. Manifestations interdites, emprisonnement massif et arbitraire, régime de terreur, coupure d'Internet, suspension de médias. Ces actes constituent une atteinte extrêmement grave aux droits et libertés des citoyens et des citoyennes et par conséquent à la stabilité politique et sociale du Sénégal qui a pourtant toujours été un exemple de démocratie en Afrique. Ces actes portent les germes d'une crise institutionnelle sans précédent, d'une profonde érosion de la confiance dans notre personnel politique et d'une dangereuse régression du Sénégal dans sa trajectoire démocratique. C'est la raison pour laquelle nous, enseignants et chercheurs de toutes les universités publiques du Sénégal,
exigeons la cessation de toutes les formes de violation de notre loi fondamentale, des normes communautaires et des droits et libertés. Nous disons non au bafouement de nos idéaux démocratiques, au piétinement de nos valeurs de liberté, de dignité, non à l'avilissement de nos institutions politiques et sociales. Nous exigeons le respect scrupuleux de la Constitution, de la démocratie et de la République. Nous exigeons le respect du peuple. Monsieur le Président, nous exigeons le rétablissement immédiat du calendrier électoral, la garantie du bon fonctionnement des institutions, l'équilibre des pouvoirs et le respect des droits humains, car ces éléments constituent une nécessité absolue et une urgence nationale. Alors, c'est depuis de plus en plus reproché aux intellectuels africains, notamment dans les pays francophones, de n'avoir très souvent ces temps-ci d'intellectuels que le diplôme. Ils refusent de plus en plus de prendre position sur les questions sociétales. Alors, donc, retour maintenant sur ces intellectuels sénégalais qui n'ont pas eu peur, qui sont dressés et qui ont interpellé le président et lui ont demandé donc de revenir sur ce qu'il a fait. Et ces intellectuels, ces universitaires, avec beaucoup de plaisir et de respect. Permettez-moi de vous dire, Monsieur Albo, que en les écoutant, j'ai l'impression qu'ils parlent du Togo. Tout ce qu'ils soulèvent comme problème, on peut dire la même chose mot pour mot pour la situation togolaise. Mais nos intellectuels togolais sont muets, comme des carpes. Ils sont aveugles. Soit l'affaire, le Togo ne les intéresse pas, je ne crois pas. Soit ils ne veulent pas voir la réalité en face, par peur, par intimidation. Il y a une carrière protégée quand même. Une carrière à protéger, soit ils restent dans leur coin, lorgnant une possibilité de devenir ministre un jour. Je rappelle qu'il y en a certains qui sont au gouvernement, des enseignants qui sont au gouvernement. C'est une bonne chose quand même, d'avoir des gens bien formés. Mais quand on est là et qu'on est intellectuel, on a le droit de dire à ceux avec qui on travaille, non, Monsieur le Président, ça c'est pas bien. Ça je ne suis pas d'accord. Moi, si j'étais demain ministre d'un régime comme celui-là et que je ne suis pas en accord avec la politique menée, je démissionnerai. Or, au Togo, nous n'avons pas cette culture de démission. Si je suis demain ministre et que la façon dont vous gouvernez le pays ne me convient pas, devant le peuple togolais, je dirais, je préfère m'en aller et vous combattre, plutôt que de rester là pour je ne sais quel intérêt. C'est ça. Et je félicite le peuple sénégalais et je rêve que un jour le peuple togolais puisse avoir ce courage, cette intelligence de dire non. Alors, M. Dupuis, la fonction de conseiller, ça vous connaît, comme dirait l'autre. Alors, si vous étiez un conseiller du président Wade après l'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, que lui conseilleriez-vous de faire? Et quelle est pour vous la leçon tirée de ce qui vient de se passer? Pas Wade, Macky Sall. Macky Sall, oui, vous avez dit Macky Sall, pardon. Ah non, de toute manière, il n'y a même pas besoin de lui donner des conseils. La Cour constitutionnelle a rendu une décision. Mais cette décision, elle doit être appliquée. C'est la loi. C'est le rôle même du Conseil constitutionnel. Du moment où la décision est rendue, que ce soit l'exécutif, que ce soit les administrations, que ce soit les administrations civiles ou judiciaires, tout le monde applique la décision. Et personne ne revient dessus. Donc, Monsieur Macky Sall, président Macky Sall, n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'appliquer. Le conseil que lui a donné le Conseil constitutionnel. D'organiser rapidement les élections conformément à la Constitution. Voilà. Alors maintenant, quelle leçon tirer de tout ça, là, de ce qui vient de se passer au Sénégal? Une fierté pour moi d'être africain,
Non, pas forcément. Le Conseil constitutionnel, l'événement, la crise là qui se passe en ce moment. La crise, moi je vous ai dit, on a l'habitude de copier ce qui n'est pas bon chez les autres parce que c'est plus facile. Au lieu d'innover, au lieu de dire non, nous ne voulons pas ça. Quand Macky Sall voit que en Côte d'Ivoire, le président, au terme des deux ans, modifie la Constitution pour faire un troisième, quand nous, on est déjà, je ne sais pas combien de mandats, bientôt on va essayer de modifier la Constitution pour rester encore le plus longtemps possible, mais ce n'est pas normal, c'est un irrespect des peuples. Quand vous dites vous-même, vous vous levez le matin, vous vous regardez dans la glace, et vous dites, voilà, je suis élu par mon peuple. Vous savez, c'est une chance extraordinaire qu'un peuple puisse choisir l'un de ses enfants, vous dit, vous allez nous diriger pendant 5 ans, pendant 10 ans, avec toutes les facilités, les honneurs qu'on vous confie, on vous confie la destinée de ce pays. Vous dites, mais c'est une chance inouïe. Ça n'arrivera pas à tout le monde dans la vie. Au terme des 10 ans, mais remerciez le peuple, laissez la place à quelqu'un d'autre. Quand vous refusez de le faire, c'est parce que vous n'avez aucune considération pour ce peuple qui est censé vous avoir élu. Vous bafouez ce peuple-là, vous l'insultez, vous bafouez même le jeu électoral sur lequel vous fondez votre pouvoir. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi on organise des élections quand vous savez que de toute manière, vous allez rester là, vous allez gagner, sinon vous allez changer la Constitution, vous allez modifier les lois pour pouvoir le faire? Mais dans ce cas-là, transformer le pays en royaume ou en empire. Et on arrête ce jeu totalement anormal. Pourquoi les pays européens, ça évolue normalement, il n'y a pas de ces manifestations? En apprentissage peut-être Pendant combien d'années? Pendant combien d'années encore? Vous savez, au Togo, quand vous prenez quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, ou 55 ans, il n'a connu qu'un seul nom comme président de la République. Un seul nom. Est-ce que c'est normal? Si le peuple veut... C'est le peuple qui demande qu'on modifie la Constitution pour se maintenir? Bien. Et revenons à autre chose maintenant. Dernier sujet, je sais que vous n'aimez pas le sport, et notamment le football, surtout, je vais parler de football, vous n'aimez pas le football, surtout à la télévision? Non. Sauf si je me trompe, vous pouvez me corriger. Vous vous trompez. Ah, ok. Voilà, donc, vous vous trompez. Un mot sur la CAN de 2023 en Côte d'Ivoire. Vous vous trompez. Oui, et la victoire finale des éléphants de Côte d'Ivoire. Dire que je n'aime pas est un bien grand mot. Ok. Bon, je n'ai pas souvent le temps de regarder la télé. Voilà. Parce que je privilégie la lecture et la musique. Oui. Voilà. Mais mes enfants suivent et à table, bon, quand ils sont là, on en discute ou ils m'envoient des mails pour me raconter. Et comment donc vous avez trouvé la CAN 2023 et la victoire finale de l'éléphant? Malheureusement, j'ai pas suivi. Ah voilà. Malheureusement, je m'en doutais bien. Finalement, vous me donnez raison. Mais vous savez, celui qui m'en parle souvent, c'est le président national. C'est ça. Jean-Pierre est un fou de sport. Oui. Tout sport confondu. Lui-même, il a pratiqué du sport pendant des années. Le handball, le basket, le foot. Et lui, il ne peut pas louper un match. Et il a une mémoire extraordinaire des sportifs. Même il peut vous dire, en telle année, c'est telle équipe qui a gagné tel truc, que ce soit au tennis, que ce soit au basket, que ce soit au handball, que ce soit au football. Un passionné de sport. Un passionné de sport. Et c'est lui qui m'a dit que
c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. C'est la fin de cet entretien avec, je le rappelle, le conseil spécial du président national de l'ANC, Éric Dupuis, que je remercie d'avoir accepté notre invitation pour nous proposer la lecture de l'ANC de l'actualité nationale l'actualité nationale, pardon. Et donc, Hervé Essay, Nani Vigilakou et Amjoy Allah se joignent à moi pour vous remercier, madame, monsieur, pour votre aimable attention et vous donner rendez-vous pour samedi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Excellent week-end à toutes et à tous.